Je disais, alors moi c'est Luc Chevalier, chargé de mission système d'information à l'Observatoire Fauna et je suis un petit peu en charge de la validation scientifique à l'Observatoire Fauna. Donc j'ai commencé donc la présentation de cet atelier validation scientifique des données au sein du SCNP et je voudrais commencer par une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi valider les données du SCNP? Et donc, pour répondre à cette question, il faut d'abord bien comprendre que le SCNP regroupe des données provenant de sources extrêmement diverses. Et ces données sont récoltées avec des objectifs et via des protocoles bien différents. Cependant, ces données, elles ont tout de même pour but d'alimenter des politiques publiques et des programmes de connaissance et de préservation de la biodiversité. Et il est donc extrêmement important que les données soient fiables, car c'est cette fiabilité qui va conditionner la crédibilité et la robustesse des analyses pour lesquelles les données sont utilisées. C'est d'ailleurs pourquoi la qualité des données est considérée par le SCNP comme un axe prioritaire pour les années à venir. La question de la validation dans le SCNP, elle a commencé à être abordée en 2014 avec le montage d'un groupe de travail validation dans lequel l'Observatoire Fauna et le CBNSA ont participé. Et ce groupe de travail a abouti en 2016 à la rédaction d'un guide méthodologique qui définit la validation en sens large comme étant d'abord le contrôle de la cohérence des données et de leur conformité aux standards, puis le contrôle de la validation scientifique des données. Alors cette validation scientifique, d'après les guides, c'est le processus d'expertise visant à renseigner sur le degré de confiance qui peut être accordé à la donnée selon des critères écologiques. Alors, au cours de cette présentation, on va souvent utiliser le terme de validation de manière générique pour dire validation scientifique. Voilà, on va utiliser un peu les deux termes pour dire la même chose. Au sein du SNP, il existe plusieurs niveaux de validation scientifique. Donc, on va retrouver la validation producteur, donc, qui est réalisée par le producteur de la donnée. La validation régionale, qui est réalisée par les plateformes régionales, comme l'Observatoire Fauna ou le CBNSA. Et la validation nationale, donc, qui est réalisée par le muséum. Chacun de ces niveaux de validation va être échangé entre les différentes instances, donc producteur, plateforme régionale et muséum, à l'exception de la validation nationale qui actuellement ne redescend pas aux plateformes régionales, et ça devrait être corrigé prochainement. Et donc à terme, le but est de diffuser chacun de ces niveaux de validation dans les plateformes régionales pour les rendre accessibles au grand public. Plus précisément, la validation scientifique ou validation, c'est le contrôle de la présence d'une espèce à une date et une localisation donnée. L'objectif étant d'attribuer à l'observation un niveau de fiabilité allant de certain très probable à invalide, en passant par non applicable. Je vous expliquerai ce que c'est un peu plus tard dans la présentation. Pour réaliser cette validation, il y a deux possibilités. Donc, la première est d'utiliser un processus automatique, et la deuxième est de faire appel à des experts qui vont valider manuellement les données. L'Observatoire Fauna, tout comme les CBN, ont fait le choix d'utiliser une combinaison de ces deux méthodes, et donc d'utiliser à la fois un processus automatique et une validation manuelle par les experts. Je vais laisser la parole à Nicolas et Grégory pour présenter la validation scientifique des données au sein des CBN. Oui, donc pour le conservatoire botanique, on sera 2 intervenants et donc Grégory, qui est directeur scientifique et moi-même qui suis botaniste au conservatoire et donc je laisse Oui. la parole à Grégory pour commencer. C'est bon, je vous ai rejoint. Oui, donc bonjour à tous. Alors, tu peux passer, hein, Luc, la diapo suivante. Ou Paul, je ne sais plus qui c'est qui a la main. C'est toi, Luc, hein, je crois. Ouais, donc, pour rappeler d'abord le cadre qu'on a présenté ce matin, les CBN, en fait, sont officiellement habilités à assurer la validation et la gestion durable des données qu'ils produisent et collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Et donc, on a ce rôle en fait formel d'assurer la validation des données qui sont des données sur la flore, la faune et les habitats. Donc, comme l'a indiqué Luc, on a 3 niveaux formels de validation dans le cadre du SINP. La validation producteur, que je vais évoquer très rapidement juste après. La validation régionale, qui est celle assurée par les CBN au niveau de la plateforme régionale de l'Observatoire, qui va être développée plus approfondie par Nicolas. Et puis la validation nationale qui est assurée par la plateforme nationale du SINP,
et qui est une validation qui consiste en fait en des contrôles au niveau national, des contrôles tax-ref, des contrôles de statut biogéographique et des contrôles d'habitat, mais des contrôles qui sont automatiques et très globaux, très généraux au niveau de la plateforme nationale, sur laquelle on a peu d'ailleurs peu d'échanges en fait sur ce niveau-là. Il n'y a pas en fait encore de validation manuelle. Et il y a donc l'objectif de l'organisation avec les conservateurs botaniques nationaux de la validation nationale des données qui seront agrégées, enfin qui sont agrégées ou qui sont en cours en fait d'être à nouveau agrégées au niveau national dans la plateforme nationale. Donc, voilà, on ne développera pas pardon, cette validation nationale. Concernant la validation producteur des données, alors d'abord, on a assez peu jusqu'à présent de contributions avec le niveau de validation producteur de renseigner. On l'a un tout petit peu évoqué ce matin avec le CEN. Via le CEN, ça fait partie des rares acteurs en fait, qui nous transmet une information des données avec un statut de validation producteur. Et dans l'observatoire, cette validation producteur n'est pas encore accessible en visualisation par les utilisateurs. Elle est en développement et elle est gérée en fait pour le moment en dur au niveau de l'observatoire. En revanche, au niveau des contributions, le producteur de données est susceptible d'apporter des précisions utiles à la validation. Alors, il y a des animations, Luc, tu peux peut-être les passer toutes, comme ça, ça évitera en fait que je te dise à chaque fois de passer. Je peux balayer encore, hein, voilà. Donc, ces précisions sont le statut de détermination de la donnée au niveau du renseignement de l'observation, le niveau de fiabilité de la donnée, donc c'est un auto-jugement. L'observateur indique si son observation est certaine, incertaine ou non renseignée. Et puis des commentaires libres qui concernent la détermination de chaque observation. Voilà, et donc comme je l'indiquais, il est prévu d'évoluer à court terme vers une fonctionnalité qui permet aux producteurs d'évaluer la validité de leurs données, donc de gérer en fait mieux l'identification de cette validation producteur SINP via l'observatoire. La validation régionale des données, donc c'est vraiment probablement en fait la plus importante qui est réalisée. Donc elle est effectuée par les CBN grâce à un module de validation qui a été développé spécifiquement pour permettre cette validation sur le système d'information Lobelia, sur lequel donc est adossée la plateforme SINP, donc l'OBV. Chaque CBN assure la validation des données sur son territoire d'agrément. Par exemple, le CBNSA ne valide que les données sur le territoire sud-atlantique. Sur le Limousin, c'est le CBN du Massif central qui assure la validation des données. Et sur le Massif pyrénéen, c'est le CBN des Pyrénées qui assure ou coordonne la validation des données. La validation des données de flore vasculaire et de caracées est effectuée par les botanistes référents validateurs des CBN. Les bryophytes et lichens sont validés par les bryologues et lichénologues, puisque les compétences existent au niveau des CBN en Nouvelle-Aquitaine. En revanche, les données de champignons et d'algues hors caracées ne font pas encore l'objet de validation en Nouvelle-Aquitaine, à l'exclusion du massif pyrénéen, je pense, puisque au niveau du CBN des Pyrénées, il y a les compétences sur la mycologie. Donc, les données de champignons sont susceptibles d'être validées sur la partie massif pyrénéen, mais ça n'est pas encore le cas pour la plus grande partie du territoire. Donc, on a prévu engager en fait des contacts déjà avec des experts du territoire sur ces groupes taxonomiques, enfin, en particulier les champignons, puisque les algues, ça viendra probablement plus tard, pour réfléchir comment organiser la validation des données mycologiques qui ont vocation à intégrer l'observatoire, sachant que pour le moment, on a encore assez peu de données de champignons saisies dans l'observatoire. Et puis enfin, la validation des données végétation et habitat est en cours de développement avec un module spécifique qui est en construction et sera effectué par les phytosociologues référents des CBN, sachant que ça, on ne va pas le développer ici, puisque ça a été évoqué lors de l'atelier Habitat qui s'est tenu tout à l'heure. Voilà, tu peux passer.
Un petit point sur l'état des lieux. On a donc près de 6 millions de données sur la flore et la fonge, l'immense majorité sur la flore vasculaire. Je rappelle que la fonge, ce sont les lichens et les champignons, hein. Donc ces données sont issues en grande partie des prospections des 3 CBN sur le territoire régional, du réseau d'observateurs, pour 33%, et puis de la bibliographie et des herbiers. Et donc, pour gérer un tel volume de données, on a donc la validation, un mode de validation automatique qui est complété pour certains taxons par la validation manuelle. Alors, sachant que la validation automatique, c'est uniquement pour la flore vasculaire, puisque les données de caracées, de bryophytes et de lichen, pour le moment, il est convenu d'en rester à une validation manuelle, même si l'on pourra évoluer à terme vers une approche automatique qui reste en fait encore à réfléchir au niveau des réseaux d'experts sur les groupes taxonomiques concernés. Vous avez à droite une capture d'écran du tableau de bord de l'observatoire, hein, qui est consultable sur le site de l'observatoire. Et je laisse la parole à Nicolas qui va vous présenter la façon dont on valide les données au CBN. Oui, alors là, du coup, c'est très bien. On est déjà passé à la diapo suivante. Donc, moi, je suis un des botanistes en charge de la validation de la flore vasculaire au conservatoire. Et donc, il y a quelques années, on a mis en place ce système de validation automatique des données, se rendant compte qu'il y avait quand même un grand nombre de taxons qu'on pouvait se permettre de valider automatiquement, même si on est toujours en mesure de revenir sur la validation automatique et de lui attribuer une validation manuelle. Il y a beaucoup de taxons pour lesquels on peut se permettre de proposer une validation automatique. Et donc, pour ce faire, on a élaboré une liste de taxons qui nous semblaient éligibles à la validation automatique. Alors, il se trouve qu'il en est tombé 1965 taxons. Ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins. Ces taxons sont des taxons qui ne sont pas délicats à déterminer. Alors, j'ai mis, par exemple, ce ne sont pas des fétuques. On a aussi choisi de ne pas mettre dans la liste de validation automatique toutes les espèces protégées, tout simplement parce qu'on souhaite visualiser les données d'espèces protégées. Comme il y a des enjeux derrière, chaque donnée d'espèce protégée est contrôlée manuellement. Et donc, au départ, on était parti sur une validation automatique au niveau régional, et on a évolué depuis une année vers une validation automatique qui est gérée au niveau départemental. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des situations assez différentes d'un département à l'autre. Et on est parti du principe que si une espèce était présente dans moins de 10 mailles de 5 par 5 dans le département, alors il n'était pas raisonnable de la valider départementalement, de la valider automatiquement. J'ai pris l'exemple d'Erica scoparia, qui est un taxon assez banal chez nous, mais qui finalement est très rare dans les Pyrénées-Atlantiques. On a décidé de ne pas le valider automatiquement dans ce département. Voilà. Donc vous avez sur la droite un extrait de ce tableau des taxons validés automatiquement avec chaque situation départementale. Voilà, diapo suivante. Du coup, cette validation automatique des données, elle est très efficace en fait, et vu qu'on arrive à près de 6 millions de données dans notre observatoire, ça permet de gérer quand même très efficacement en fait la validation sans qu'on constate qu'il n'y ait que ça entraîne des erreurs de validation en fait. En plus, cette validation automatique, elle peut être appliquée automatiquement, et donc au conservatoire, elle est appliquée toutes les nuits. En fait, il y a une validation automatique qui est appliquée aux données nouvellement saisies. Alors cette validation automatique, pour l'heure, on ne l'applique que pour le statut, que pour la validation certaine, très probable, c'est-à-dire pour les données que l'on valide, dans le sens que l'on valide parce qu'elles sont bonnes. On pourrait envisager
de faire une validation automatique à d'autres niveaux. En fait, on pourrait dire que toute donnée de telle espèce est douteuse, ou toute donnée de telle espèce est invalide pour le territoire. Alors, pour l'heure, on ne le fait pas, mais c'est envisageable, en fait. Voilà. La validation automatique, bien sûr, elle n'est appliquée que si le producteur de la donnée n'a pas émis de doute sur sa donnée, parce qu'on ne va pas valider une donnée, on ne va pas dire qu'une donnée douteuse est certaine, en fait. Voilà. Et donc, comme je l'indiquais, le statut de validation automatique peut à tout moment, si on se rend compte qu'il y a eu une erreur sur la validation automatique, à tout moment, il peut être écrasé par une validation manuelle. Voilà. Diapo suivante. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté la validation automatique, il reste quand même, pour les taxons problématiques et pour les taxons les plus intéressants ou les taxons protégés, heu, pas mal de données qui restent à valider manuellement et pour lesquelles on va regarder à la donnée, on va juger à la donnée la crédibilité, la fiabilité de l'observation. Hem Donc, voilà les 3 catégories de données qui restent, ce sont les taxons problématiques ou délicats de détermination, les taxons protégés et les données pour lesquelles l'observateur lui-même a pu émettre un doute. Hem, donc, là j'ai rappelé les différents, statuts de validation, au niveau du SINP, c'est pas la peine que je revienne dessus. Hem, donc, diapo suivante. Donc concrètement, comment ça fonctionne la validation manuelle dans l'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine? Hem, bon déjà, ça n'est pas ouvert à tout le monde. La validation n'est ouverte qu'à des référents validateurs et les droits sur la validation peuvent même être différents selon les départements. Hem, voilà, donc là vous avez la page d'accueil de l'OBV et si tu appuies sur une touche, on voit le module validation ici. Voilà, donc diapo suivante. On clique sur ça. Là, je vous fais une présentation vraiment de l'outil, hein. Hem, donc là, on retrouve, si certaines personnes, ont l'habitude de pratiquer l'OBV, on retrouve ici une interface qui rappelle celle pour la consultation, en fait. C'est une interface qui est extrêmement, complète et pour laquelle on peut faire toutes sortes de requêtes. Heu, on peut faire des requêtes par date, par observateur, par groupe, et cetera. Là, je vous ai pris pour exemple, si nous souhaitons valider les ptéridophytes de Dordogne en attente de validation. Voilà, on va faire un exemple très précis. Voilà, si tu cliques 2 fois, voilà, une deuxième fois. Donc j'ai bien indiqué en attente de validation, j'ai choisi le groupe taxonomique fougère et affine et j'ai choisi la Dordogne. Voilà, donc diapo suivante, on va voir ce que ça donne une fois qu'on a fait cette requête. On arrive sur le listing des fougères de Dordogne pour lesquelles il reste des données à valider. On voit qu'il y a un classement alphabétique selon l'ordre du référentiel taxonomique national TaxRef et il est indiqué le nombre de données correspondante à la requête. Donc ma requête, c'était le nombre de données en attente de validation. On voit par exemple que pour Adiantum capillus veneris, hier, parce que la capture d'écran a été faite hier, il restait 119 données à valider. Pour Anogramma leptophylla, il en restait 4. Bon, j'ai choisi 4 données, ce sera plus simple à présenter que 119. Donc diapo suivante. Donc voilà, vous voyez chaque donnée qui à ce niveau est précisée. Avec, les observateurs, les dates, le département, la commune et toutes sortes de précisions. On peut même on peut afficher certains champs, en fait. On peut choisir les précisions qu'on souhaite voir. Hem, alors c'est à ce niveau-là qu'on peut faire,
qu'on peut faire une validation. Donc soit je vais regarder mes 4 données une par une, soit j'estime tout de suite que les 4 données vont avoir la même note. Elles vont toutes, par exemple, toutes les 4 être, certaines. Je peux appliquer, si je veux, le statut certain directement aux 4 données. Ça peut être pratique quand on a des énormes jeux de données pour lesquels on a le même statut, en fait. Donc là, par exemple, je pense que je choisirais de mettre comme note de validation pour ces 4 données certains. Voilà. J'ai possibilité de, laisser un commentaire pour expliciter mon choix. Alors là, peut-être que c'est pas nécessaire en fait, ça dépend des cas en fait, hein. On laisse pas du tout systématiquement un commentaire, on le fait dans les cas où c'est critique en fait, hein. La validation qui vient d'être faite, elle va écraser la validation précédente s'il y en avait déjà une. Alors là, vous me direz, c'est un peu bizarre parce que comme les données sont en attente de validation, ça veut dire qu'a priori, il y en avait pas encore. Mais si on reprend une validation déjà effectuée, donc la nouvelle validation écrase la précédente, mais quand même tout l'historique de la validation est conservé. Si on a 5 validations faites à la suite, les 5 sont consultables en fait. Voilà. À ce niveau-là, on a des informations très utiles parce que valider une donnée, en fait, c'est pas toujours évident quand on n'est pas déjà quand on est le propre observateur de la donnée, c'est pas toujours évident. Alors quand on n'est pas l'observateur de la donnée, valider une donnée, en fait, c'est en estimer la crédibilité. Voilà, c'est pas forcément c'est pas toujours, très évident. Donc là, on a, à disposition un certain nombre de données dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui sont la fiabilité, de la donnée, si l'observateur l'a renseignée, et toutes sortes d'informations ou remarques nécessaires et utiles à la validation. Voilà. Si, si malgré toutes ces informations, on n'arrive pas à déterminer le statut de validation de la donnée, on a toute possibilité de revenir vers l'observateur pour lui demander des précisions, en fait. Diapo suivante. Donc, oui, à ce niveau-là, je vous ai indiqué tout ce qui était visible. On peut notamment accéder, au relevé, voilà, qui est ici. Le relevé, souvent, ça aide quand même à contrôler la crédibilité de la donnée parce on voit toutes les espèces compagnes et donc ça, c'est important pour le validateur. Diapo suivante. Clique encore une fois, s'il te plaît. Voilà, on peut également alors ça, c'est très intéressant, c'est voire nécessaire, en fait. Hem, on accède également à la carte de répartition de l'espèce et vous voyez le petit point orange, on voit que le petit point orange tombe quand même dans une zone de présence connue de l'espèce. Ça nous aide à estimer que cette donnée est fiable, en fait. Voilà, donc là, on peut afficher la carte de répartition de l'espèce et le pointage sur la carte. Diapo suivante. Donc là, a priori, on a toutes les informations nécessaires à la validation manuelle. Donc on a un menu déroulant où on va choisir, hem, le niveau de validation, au standard SINP, invalide, douteux, probable, certains très probables. Et donc là, pour cette donnée-là en particulier, je choisirai certains très probables. Et cette donnée-là est validée. Diapo suivante. Voilà, donc par la suite, chaque, contribueur, je sais pas si ça existe ça? Chaque personne qui contribue à l'OBV, du coup, en retournant sur son carnet en ligne dans l'observatoire, peut, voir où en est la validation de ces données, en fait. On a un système de feu tricolore qui indique, le statut de validation de la donnée dans l'observatoire. Donc vous voyez dans l'exemple du relevé à droite, on a beaucoup de feux verts. Toutes ces données-là sont validées. On a juste une donnée qui apparaît en orange. Cette donnée-là, elle n'a pas été validée directement, on considère qu'elle est probable.
Voilà. Diapo suivante. Je ne sais pas, Grégory, si tu voulais intervenir à la fin de... Tu peux poursuivre. Ouais, je poursuis. Donc, on vient de voir là, le carnet en ligne. Il y a une autre interface qui est très utile là, sur l'Observatoire de la biodiversité végétale, qui est la cartographie des données. Sur cette interface cartographique, on prend également en compte le niveau de validité de la donnée. Je vous ai indiqué, par exemple, la carte d'une espèce qui a été découverte très récemment sur le territoire. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de données qui sont encore grises, qui sont en attente de validation. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a depuis 2 ans beaucoup de données qui sont arrivées sur ce taxon-là, alors qu'on n'en avait quasiment pas jusqu'à présent. Les données vertes sont celles qui ont déjà été validées. Les données grises sont celles qui sont en attente de validation. On aurait pu avoir aussi des carrés orange. Alors là, il n'y en a pas sur la carte. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de ça, en fait, Grégory. Est-ce qu'il y a des carrés orange ou est-ce qu'ils apparaissent en vert? Non, ils apparaissent en vert. Ils apparaissent en vert aussi, hein, ouais. Oui, oui. Les catégories vertes et orange, en fait, sont représentées par des carrés verts sur la carte. Ouais. Oui, oui. Par contre, les données douteuses et invalides n'apparaissent pas sur les cartes de répartition. Ouais. On avait fait le choix de faire apparaître les données en attente de validation parce qu'il y a quand même la validation, c'est quand même une charge de travail assez importante et il y a une inertie potentiellement importante, donc enfin un temps important parfois entre la saisie des données dans l'observatoire et leur validation. Donc pour permettre en fait de valoriser, de diffuser ces données tout en transmettant l'information du fait qu'elles n'étaient pas validées. Sur l'interface cartographique générale, contrairement aux couches de référence, les données en attente de validation apparaissent. Oui, alors que dans les communications de données, là, on transmet tout, en fait. OK. Et du coup, diapo suivante, qui doit être la dernière. Donc, avant-hier, au 15 novembre 2022, donc la base de données comportait 5 900 000 données. 91% sont validées, que ce soit automatiquement ou manuellement. 0,5% sont invalidées. On voit quand même qu'il y a... Là, on voit le niveau de fiabilité des données dans l'observatoire, en fait, hein. Il reste environ 500 000 données à traiter. Ça représente 8,5% du total. La validation, elle se fait par campagne hivernale parce qu'en fait, en fait, elle revient à des botanistes et les botanistes sont plus libres de travailler sur la validation l'hiver que l'été ou le printemps. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'ensemble des données de lichen ont elles, été validées. Les données en attente de validation, c'est essentiellement de la flore vasculaire, en fait. Et comme l'indiquait Grégory, les données de champignons et d'algues, elles, resteront en attente de validation, le temps de trouver une organisation, en fait, pour ces données-là, pour lesquelles, au CBNSA, on n'a pas de compétences en interne, en fait. Juste une petite correction là, auquel je n'ai pas fait attention. En fait, dans l'intégralité des données de lichen sur le territoire sud-atlantique ont été validées. Ce n'est pas encore le cas sur la partie Limousine et je ne sais plus en fait sur la partie Massif Pyrénées. Juste en fait par rapport à ce travail de validation qui a été réalisé, qui porte uniquement pour les lichens sur la partie sud-atlantique. Voilà pour la partie flore. Ok. Avant de commencer la partie faune, peut-être voir s'il y a des questions sur ce que fait le CBN en termes de validation. Avant de commencer. Il y a une question, Nicolas, pourriez-vous donner quelques exemples de motifs d'invalidation d'une donnée? Oui, bah, en fait, ça arrive quand même régulièrement, en fait, hein. Si la donnée d'une espèce tombe complètement en dehors de son aire de répartition connue et qu'elle est très, très susceptible d'avoir été confondue avec une autre, on l'invalide, en fait, hein. Euh, c'est tellement évident, je sais pas.
Je sais pas trouver un exemple comme ça. Grégory, tu as une idée d'un exemple d'une donnée qu'on a validée? En fait, ça arrive très souvent, en fait. Oui, Par c'est exemple, c'est quelqu'un qui signalerait, Cypripedium calceolus en Dordogne, bah, je suis désolé pour lui, en fait, mais voilà, et ça arrive, hein, ça oui, ça arrive. arrive. Enfin, c'est quand même vérifié, hein. On vérifie. Et si jamais il y a quelqu'un qui signale Cypripedium calceolus, on va quand même se pencher un petit peu dessus pour vérifier la donnée. On contacte l'observateur. Et puis, si on s'aperçoit que c'est une erreur de saisie, il peut y avoir des erreurs de saisie, hein, comme l'a indiqué Oui, Nicolas oui, tout bien à sûr, l'heure. après, ouais, Il y bien a sûr. des confusions en fait, qui sont très régulières, qui reviennent, des lapsus en fait, de saisie par rapport à des noms qui sont très proches. Ça, c'est un cas assez fréquent en fait, qui conduit à invalider les données ou à revenir vers l'observateur pour corriger une donnée source. Euh, voilà. Après, Après, parfois on connaît très bien certaines stations. Si quelqu'un indique, Serapias cordillera sur une station que nous connaissons tous de Serapias vomeracea, eh ben, on va choisir de l'invalider, par exemple. Enfin, il y a plein d'exemples, en fait. j'en profite pour répondre aussi à l'autre commentaire là, par rapport à l'INRAE de Rennes qui valide aussi ces données transmises au CBN. Donc j'imagine que c'est au CBN de Brest que vous transmettez vos données. Enfin, en tout cas, le cas échéant, ce serait une validation producteur. Et c'est sûr que quand une structure est en mesure d'assurer la validation de ces données, pour nous, c'est une information qui est précieuse parce que ça facilite quand même beaucoup la validation régionale lorsque la structure est en mesure de le faire, quoi. Je peux rebondir là-dessus puisque c'est moi qui ai fait le commentaire. Donc, Oui. effectivement, depuis 2 ans, on a sollicité le CBN Nouvelle-Aquitaine, mais aussi Bailleul, tout ce qui est nord de la France, un petit peu Brest aussi. On a demandé à avoir des extractions de vos bases de données par rapport à 2 espèces qu'on travaille dans le laboratoire, qui sont des espèces sauvages apparentées au colza, le chou sauvage et le navet. Et on a pu explorer vos bases de données, retourner sur les sites pour les choux, le long des côtes, de la côte nord et en Nouvelle-Aquitaine et un tout petit peu en Bretagne, il n'y en a quasiment pas en Bretagne. Et en fait, on a collecté le matériel sauvage terrain et on a analysé par 2 méthodes de laboratoire en déterminant le nombre de chromosomes et avec un autre outil de marqueur moléculaire chloroplastique, que c'était vraiment validé que c'était soit des choux, soit des navets. Et moi, j'ai fait un retour par mail. C'est pour ça que ce matin, j'ai dû envoyer un message dans le chat. J'ai soumis un fichier Excel. Là, je découvre vraiment comment on peut interagir avec vous via tous les outils pour l'histoire de validation et de transfert d'informations. Nous, on l'a validé par 2 méthodes et on a trouvé un cas de figure à Biarritz où dans votre base de données, c'était clairement un chou sauvage, mais en fait non, c'était un échappé de culture de colza, donc c'était un colza. Et on a pu le valider au laboratoire. Donc ça aussi, l'information a été transmise à vos services par mail. Alors c'est vrai que j'ai peut-être pas dû faire de la bonne manière, mais en tout cas, j'ai fait le maximum pour vous envoyer toutes les informations qu'on avait à nos dispositions. D'accord. Alors, Merci oui, beaucoup. moi je suis au courant de ce retour d'info, hein, ça a bien fonctionné, en fait. C'était une donnée d'Aurélien Caillon et j'ai été mis au courant de cette information, oui. Ça a bien Oui, fonctionné. c'est Nicolas qui parle là, c'est ça? Ouais, c'est Nicolas, oui. Oui, oui. Le nom me disait bien quelque chose. J'ai refouillé dans mes Oui, mails. Effectivement, on me parle de Nicolas Leblond, oui. avec des choux qui se positionnaient aussi du côté d'Anglette, qu'on n'a pas pu Oui. aller observer parce qu'il fallait être alpiniste. Exactement, ouais. Oui, voilà. Donc, je suis vraiment très heureux de cette journée et de cet atelier cet après-midi parce que on n'en a pas fini avec vos bases de données puisque on est en train de réfléchir à un projet européen toujours autour des brassicas et des espèces apparentées au colza, les espèces sauvages, les choux, les montana, les insularis. Mais là, on se déplace plus vers PACA, la Corse. Et il faut qu'on aille au-delà, il faut qu'on aille en Italie et en Grèce. Et là, ça sort du périmètre de la journée d'aujourd'hui. Mais on est vraiment intéressé. Il y a vraiment un fort intérêt pour les espèces sauvages qui peuvent découler sur les espèces de grande culture, pour l'adaptation au changement climatique, pour les résistances à des pathogènes, etc. Voilà. J'espère très qu'on bien. pourra échantillonner la station d'Anglette quand même. C'est là par rapport à notre projet qui tourne, c'est trop tard, mais non, en fait non, Ouais. parce qu'on continue de collecter. Alors oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, je vais remettre ma caméra, c'est plus sympa.
Voilà. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que les graines qu'on collecte sur le terrain sont conservées. Alors, on ne collecte pas toutes les plantes, on en collecte une trentaine, par site, par station, et on les envoie dans un centre de ressources biologiques dans le Finistère, qui est une unité INRAE rattachée à notre labo, qui va conserver au froid et multiplier ces graines, parce qu'on se rend compte, moi je vois bien dans le nord de la France, après j'arrête parce que je raconte un peu, dans le nord de la France, les falaises s'effondrent, mais aussi du côté de Biarritz et d'Anglet aussi, on a une érosion terrible et on a une perte de diversité assez incroyable, quoi. Mhm. On va laisser la parole à Ouais. Fona. Je suis désolé pour Oui. le retard. Il n'y a pas de Fona. souci. Il est Juste pas pour d'accord. corriger ce que je disais, donc du coup, c'est pas une validation producteur, hein, ce que vous faites. En fait, c'est une information qui nous est utile en fait pour la validation régionale, mais on n'est pas sur le cas d'une validation producteur. Voilà, donc échange à poursuivre en tout cas sur ce sujet très intéressant. À toi de jouer, Luc. Super, merci. Du coup, pour ce qui est de l'Observatoire Fauna, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on va préparer une combinaison de validation automatique et de validation manuelle. Et donc, cette validation automatique, elle a été développée en 2019. Et à l'époque, pour développer cette méthode, on a mis en place une étude des protocoles de validation automatique existants afin d'orienter nos choix, notamment sur les critères à utiliser pour réaliser cette validation, sur les référentiels sur lesquels se baser pour évaluer ces critères, et enfin sur la manière de regrouper ces différents critères pour aboutir à un niveau final de fiabilité. Donc, on a étudié 11 protocoles et on en est venu à la conclusion d'utiliser 5 critères avec leur référentiel et de regrouper ces critères via un arbre décisionnel. En parallèle à cette étude, on a mis en place en 2019 un collectif d'experts naturalistes aquitains afin de valider les méthodes qui ont été mises en place par l'Observatoire et de construire également les référentiels de validation qui seront nécessaires à certains critères. En 2021, ce collectif a été étendu à la Nouvelle-Aquitaine pour compléter ces référentiels aquitains qui avaient été faits en 2019. Donc, comme je vous l'ai dit, suite à l'étude, on a mis en évidence 5 critères à utiliser, parmi lesquels celui de la validation producteur, qui consiste à prendre en compte l'avis du producteur de l'observation, donc de la même manière que le CBN. On va en gros dire que si le producteur doute de son observation, alors la donnée sera douteuse. Le critère suivant est celui qu'on a qualifié grand habitat taxe-ref, qui consiste à comparer l'habitat connu de l'espèce avec la localisation de l'observation. Et donc pour ce faire, on va se baser sur taxe-ref, qui décrit pour chaque espèce évaluée un habitat que vous retrouverez dans la colonne de gauche, et qu'on a simplifié en seulement marin, continental ou les deux. Et en gros, là, le but, ça va être d'invalider les données d'espèces marines qui sont observées sur le domaine continental, et inversement. Nous avons ensuite le critère de la répartition géographique, qui consiste à comparer la répartition connue de l'espèce avec la localisation de l'observation. Donc, cette répartition connue va être basée sur plusieurs référentiels, dont le référentiel espèce de l'Observatoire Fauna, pour les statuts régionaux et départementaux, sachant qu'au niveau départemental, on va également utiliser un système de congruence qui va aussi être utilisé à la MAIDIS avec les atlas régionaux. Donc, ce référentiel espèce, c'est un référentiel espèce qui est développé par l'Observatoire Fauna en partenariat avec des experts régionaux, des experts naturalistes, et qui décrit par espèce un statut de présence régionale et des statuts de présence par département et par zonage marin. Donc là, vous avez l'exemple à gauche d'une espèce marine, je crois que c'est un dauphin, et à droite d'une espèce continentale avec des statuts de présence par zonage marin et par département. Donc aujourd'hui, sur la totalité des espèces qui sont présentes dans le SINP régional, les espèces faunes, on en a évalué 2743. Donc ça, c'est pour l'évaluation de la répartition à l'échelle régionale et départementale. Pour ce qui est de la vérification de la présence de l'espèce à la MAIDIS, on va se baser sur les atlas régionaux s'il y en a disponibles. On va sinon se baser sur la congruence. Alors qu'est-ce que c'est la congruence ? Pour vous expliquer, je vous ai mis ici un petit exemple. Donc on va imaginer qu'on a une donnée de loutre qui a été observée dans une maille.
Et au cours de la validation automatique de cette donnée, on va se rendre compte qu'en fait, elle est douteuse parce qu'on n'a pas de données d'atlas de cette espèce à cette maille. Mais imaginons qu'au final, un expert validateur se rende sur cette donnée et décide de la valider. Dans ce cas-là, si une nouvelle donnée de cette même espèce est observée plus tard dans cette même maille, le système de validation automatique, donc via la congruence, considérera la donnée probable car une donnée de cette espèce à cette maille a déjà été validée manuellement par un expert. Le critère suivant est celui de la période d'observation, qui consiste à comparer la date de l'observation avec les périodes d'observation favorables du taxon. Donc pour ce critère, on va se baser sur un référentiel des périodes d'observation qui a été réalisé spécifiquement pour la validation grâce au partenariat qui a été mis en place en 2019 avec les experts régionaux. Et donc, dans ce référentiel, on va définir pour chaque espèce évaluée une période d'observation favorable, au sein de laquelle on est certain que l'espèce est observable, et une période d'observation possible qui est un peu plus large et qui est, comme son nom l'indique, on va pouvoir observer l'espèce, mais de manière moins fréquente. Ce référentiel, il va nous permettre également de décliner ces périodes d'observation par stade de vie et ou par technique d'observation. Donc, je vous ai mis ici l'exemple du cardinal, qui, au stade adulte, va être observable en période estivale, entre mai et septembre, mais qui, au stade chenille, ne sera observable que de février à avril. Enfin, le dernier critère, celui de la difficulté de détermination, va nous permettre d'ajuster le niveau de validation automatique en fonction de la difficulté de détermination du taxon. Alors, comme pour les périodes d'observation, ce référentiel, il est élaboré spécifiquement pour la validation grâce au collectif d'experts. Donc, ces référentiels, il a pour principe d'attribuer aux espèces évaluées un niveau de difficulté générale, donc allant de facile à très difficile à déterminer, pardon. Et en plus de ce niveau général par espèce, on va pouvoir attribuer un niveau de difficulté par sexe, stade de vie, processus d'observation, indice de présence ou période d'observation. On pourrait par exemple dire qu'une espèce est plus facile à déterminer pour un mâle que pour une femelle. Une fois chacun de ces critères évalués pour une observation qu'on cherche à valider, il va falloir regrouper les résultats de chacun de ces critères pour aboutir à un niveau de fiabilité finale. Et donc pour ce faire, comme je vous l'ai dit, on va utiliser un arbre décisionnel que vous pouvez voir ici à l'écran. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le principe est simple. On a un résultat pour chaque critère et en fonction de l'enchaînement de résultats de ces critères, on va aboutir à un niveau final de fiabilité. Toutes les données faune du SINP régional sont évaluées, passent à travers ce processus automatique. Et cette méthode de validation qui a été développée en 2019 a été présentée et validée au CSRPN en octobre 2021. Donc, au final, quel bilan pour cette validation automatique? Donc, comme je vous l'ai dit, toutes les données sont validées. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 5 900 000 données qui ont été validées automatiquement, avec, on retrouve en majorité des données qui sont très probables. On retrouve ensuite quand même une grande partie de données pour lesquelles le niveau de validation est non applicable. Et cela correspond en fait aux données d'espèces pour lesquelles on n'a pas de référentiel de validation, tout simplement. Donc pour lesquelles on n'est pas capable de dire si la donnée est valide ou non. C'est par exemple le cas des araignées et des mammifères marins, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, où la quasi-totalité des données est en fait non applicable, du fait des manques de référentiel. On retrouve ensuite un peu plus de 4,4% de données qui sont douteuses ou très douteuses, ce qui représente un peu plus de 250 000 données. Et ce sont des données qui, actuellement, du coup, ne sont pas diffusées au grand public, car considérées non fiables. Alors, on est en train de réfléchir sur un moyen de diffuser tout de même ces données au grand public en mettant en avant le fait que ce soit des données avec un niveau de fiabilité inférieur. Mais c'est des choses qu'on évoquera, je pense, à l'Observatoire fauna l'année prochaine. Sinon, pour ce qui est des résultats de la validation automatique par groupe, on peut remarquer une certaine hétérogénéité dans les parts du niveau de validation. Et c'est principalement dû à une différente manière de travailler par les experts
par les experts régionaux qui remplissent les référentiels de manière plus ou moins restrictive. Donc, suite à ce bilan, on a quelques pistes d'amélioration de ce système de validation automatique, et principalement avec le montage en 2023 de collectifs de travail par groupe taxonomique, qui vont nous permettre de retravailler la méthode par groupe taxonomique, avec, si nécessaire, des spécificités justement pour ces groupes. Avec ces collectifs, on a aussi pour objectif d'ajuster, de retravailler ensemble les référentiels de validation, donc que ce soit période d'observation et difficulté de détermination. Et d'ailleurs, pour ce critère difficulté de détermination, il va y avoir un champ du format standard, qui est la méthode de détermination, qui n'existe pas aujourd'hui dans le format, mais qui va y être intégré prochainement, et qui va nous permettre d'améliorer la précision de ce référentiel de détermination. On va également pouvoir se poser la question de si la procédure de validation automatique doit être plus ou moins restrictive, sachant que la question à cette réponse aura un impact extrêmement important sur la charge de travail par la suite en validation manuelle. Cette validation manuelle, d'ailleurs, qui est réalisée par des experts qui sont désignés par l'Observatoire Fauna, donc des experts dont les connaissances sur les groupes évalués sont reconnues. Et ces experts, pour réaliser cette validation manuelle, vont pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des résultats de validation manuelle, donc que ce soit le résultat de validation manuelle, le résultat de validation automatique finale, ou les résultats de chacun des critères qui ont servi au calcul de la validation. Ils vont également pouvoir s'appuyer sur toutes les informations disponibles dans la donnée, et si nécessaire, ils pourront contacter l'observateur, sachant qu'il faut que celui-ci soit disponible également. Pour réaliser cette validation manuelle, l'Observatoire Fauna met à disposition des experts un outil en ligne qui se présente comme ceci, et qui permet, via un ensemble de filtres donc taxonomiques, sur la validation, sur la localisation, etc., de requêter les données à valider, qui sont ensuite retournées sous format cartographique et tabulaire. Ensuite, l'expert peut accéder à chacune des données avec l'ensemble des informations sur la donnée, avec l'ensemble des validations existantes sur la donnée, que ce soit automatique ou manuel, et à partir de là, il peut décider de valider ou non les données, soit à la donnée, soit par lot, s'il veut faire ça plus rapidement. Cet outil en ligne qui est proposé par Observatoire Fauna, il est ouvert aux experts grâce à un système de droits, des droits qui sont ouvrables par département et par taxon, alors jusqu'à l'espèce. Donc on peut par exemple avoir un expert qui n'est expert que de l'ours en pleine Atlantique, c'est possible. Donc comme je l'ai dit, ces experts vont avoir accès à un ensemble de filtres qui va leur permettre de rechercher les données à valider de manière facilitée. Et enfin, depuis l'outil, les validateurs pourront également échanger entre eux pour savoir quel est le bon niveau de validation à renseigner. Donc, à l'heure actuelle, un peu plus de 116 000 données ont été validées manuellement, ce qui représente relativement assez peu de données en comparaison des 250 000 données qui ne sont aujourd'hui pas diffusées car invalidées de manière automatique. Donc, on va chercher à renforcer ce système de validation manuelle pour au moins pouvoir réévaluer ces données qui ne sont absolument pas diffusées. Si on regarde le graphique des niveaux de validation par groupe, on remarque que les rhopalocères sont de loin le groupe le plus évalué. C'est simplement dû au fait que le CEN a produit cette année un atlas des rhopalocères, et un atlas pour lequel ils ont dû valider beaucoup de données rhopalocères. On remarque également que les araignées, les chiroptères et les odonates sont aussi beaucoup évalués. C'est encore une fois grâce au CEN qui valide chez eux les données manuellement, et qui, grâce à une passerelle mise en place entre Collect, donc l'outil du CEN, et l'Observatoire Fauna, on va pouvoir récupérer ces niveaux de validation manuelle. Pour finir, je vais vous expliquer comment s'articule entre eux cette validation automatique et cette validation manuelle, et qu'est-ce qui se passe dans le cas où une donnée est modifiée. Donc, le cycle de la donnée classique, c'est que lorsqu'elle est saisie ou insérée dans notre base, automatiquement, la nuit qui suit l'insertion de la donnée va être validée automatiquement. À ce moment-là, cette validation automatique va être considérée comme étant la validation
ce qu'on va appeler régionale, et qui est en fait la validation qui est diffusée avec la donnée. Et donc cette validation automatique sera la validation régionale jusqu'à ce que des experts passent sur la donnée et valident manuellement l'observation. Donc, dans ce cas-là, si l'expert valide l'observation, c'est cette nouvelle validation manuelle qui sera alors considérée comme étant la validation régionale. Dans le cas où plusieurs experts valident une même donnée, ce sera le dernier niveau de validation manuelle qui sera utilisé, sachant qu'on ne supprime jamais les niveaux de validation antérieurs. Ensuite, dans le cas où une donnée est modifiée, on va rendre obsolète l'ensemble des validations antérieures, que ce soit automatique ou manuel. Encore une fois, sans jamais les supprimer et en gardant intact un historique. Et ensuite, une fois modifiée, la donnée va repasser dans le cycle par la validation automatique le soir même, et ainsi de suite. Donc la validation automatique sera la validation régionale jusqu'à ce que la donnée soit validée manuellement. Voilà, donc c'est comme ça que s'articulent ces deux systèmes de validation automatique et manuelle. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions. Paul, je ne sais pas si tu es là, parce que du coup, je suis là. Ouais. Est-ce qu'il y a des Je suis là, j'étais en train de répondre à une question. Okay. J'ai mis un peu de temps à répondre parce que je ne sais pas si c'était pour nous. Parce qu'il y a marqué 5,9 millions de données et du coup, comme on en a moins, je me questionnais, mais bon, du coup, j'ai répondu quand même. Ah oui, ouais, j'ai pris le total. D'accord. Donc oui, non, on a dû dire, c'est vrai que par abus de langage, on dit toutes les données sont validées. Non, c'est toutes les données sont soumises au processus de validation et elles ne sont pas toutes validées. Il y a justement le camembert qu'a fait Luc là, voilà, pour montrer combien il y en a de validés, combien il y en a de pas validés. Si on peut s'arrêter sur ce graphique, d'ailleurs, c'est intéressant juste pour préciser qu'effectivement, il y avait des discussions tout à l'heure sur la flore là, qui étaient intéressantes sur les bénéfices communs. En fait, sur les rhopalocères, sur les odonates, qui sont des groupes en fait, qui font l'objet de plans régionaux d'action menés par le SEN, Nouvelle-Aquitaine, il y a en fait une mutualisation, on va dire. Nous, dans le SINP, on n'a pas les moyens de valider manuellement toutes les données, en tout cas pour la faune, ça c'est clair. Et du coup, on a besoin d'avoir un réseau d'expertise qui fait ça. Et en fait, on va avoir une logique un petit peu d'opportunité en fonction des projets qui sont menés. Donc, s'il y a un atlas, par exemple, qui se mène sur l'Aquitaine, sur les rhopalocères, nous, on va donner toutes les observations pour réaliser cet atlas. Et en fait, il y a une expertise qui va se faire en dehors du SINP sur ces données, de manière à pouvoir les qualifier. Et du coup, l'idéal, c'est que cette expertise retourne au SINP pour alimenter à son tour la validation et que ça soit un petit peu donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, on participe à la diffusion de toutes ces données et en échange, les producteurs, quand ils font des expertises un petit peu sur le côté, et du coup, ils en font bénéficier le SINP. Et puis, c'est comme ça qu'on va réussir, je pense, à améliorer un petit peu le système. Nous, à l'époque, sur l'Aquitaine, on a été coordinateur de plusieurs listes rouges. On a été coordinateur de plusieurs listes rouges. Et l'étape numéro 1 de chacune de ces évaluations, c'était la validation des données, en fait. Et grâce à ça, on a pu avoir, même si le bilan n'est pas énorme, mais pour l'instant, on a quand même les données qui ont été validées manuellement. C'est un petit peu grâce à ça aussi. Luc l'a dit, mais on ne cherche pas à avoir une validation. C'est impossible, en fait, des 5 millions de données. On va essayer de cibler sur des groupes qui sont, voilà, où il y a de l'expertise, où il y a du temps disponible dans le réseau. C'est aussi, on va cibler sur des données qui ont été rejetées, parce que potentiellement, ça peut être les plus intéressantes si en fait il y avait vraiment une présence avérée. Voilà, donc on a prévu en 2023 de lancer un groupe de travail, de travailler avec justement ceux qui le souhaitent parmi les organismes, là où il y a la compétence, là où il y a l'expertise, pour aller plus loin dans la méthode déjà. On voit que la méthode, elle pêche sur des groupes d'invertébrés assez compliqués, en fait, où il faut forcément une photo, il faut rentrer dans les méthodes de détermination, etc. Donc, et puis sur des groupes un peu plus simples, du coup, où on va aller un peu plus loin dans la méthode, de manière à pouvoir affiner ces critères de validation. Donc, il y a encore beaucoup de travail, mais ça permet quand même de faire
Depuis 2019, on a bien avancé, je trouve. Et voilà, mais on écoute vos remarques si vous avez des remarques là-dessus, des questions. Alors, Luc, toi, tu vois toujours pas les messages? Non, ouais, je ne vois pas les messages. Alors, il y a une question. Les données anciennes qui s'avèrent maintenant erronées suite à une distinction plus récente entre espèces donnent lieu à un masquage ou sont-elles réattribuées à la nouvelle espèce? Alors, nous, là, je ne parle pas pour la flore, je ne sais pas ce qu'ils font, mais effectivement, chaque année, la flore comme nous, l'OBV comme nous, on doit mettre à jour en fait l'intégralité des données sous la nouvelle version de référentiel TaxRef. Et il y a des cas, effectivement, où la taxonomie a bougé. Il y avait 2 espèces, maintenant il n'y en a plus qu'une. Et puis, au contraire, il y a des endroits où il y avait une espèce, maintenant il y en a 2. Et là, c'est plus problématique. Donc, en gros, on relance la validation automatique sur la base des nouveaux critères. Et la validation manuelle, généralement, elle devient obsolète. On informe les validateurs et ils doivent repasser sur la validation. Sauf cas particulier, effectivement, où on se permet, nous, de réattribuer des taxons. En fait, on garde le nom cité d'origine, mais on l'attribue à un autre taxon dans TaxRef, en fait. Quand, par exemple, voilà, il y avait 2 espèces et finalement, c'était les mêmes. Donc, effectivement, on ne va pas masquer toutes les anciennes données, on réattribue à la nouvelle nomenclature de référence dans TaxRef. Et donc, forcément, les référentiels de validation doivent évoluer, notamment au niveau de la difficulté de détermination et de la phénologie, et des statuts de présence, avant de pouvoir relancer la validation automatique. Voilà. Oui, alors moi, je peux intervenir. Pour la flore, c'est pareil, en fait. Hein. Pour la flore, pour nous, déjà, une donnée invalidée, elle est perdue. On préfère... on a la possibilité de faire de la réindexation et on préfère faire de la réindexation que de l'invalidation de toute façon. Donc, pour la flore, c'est pareil en fait. Une donnée ancienne qui serait réattribuable à une nouvelle espèce qu'on pourrait valider, on le fait en fait. Voilà. Donc, on a cette possibilité de faire de la réindexation et on s'en sert. Voilà. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je me permets de faire une petite remarque aussi. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Aujourd'hui, on ne valide pas les données de synthèse. Parce qu'en fait, elles sont floutées temporellement. Et du coup, notre critère de période d'observation favorable ne peut pas s'appliquer. Et donc aujourd'hui, en fait, elles sont automatiquement flaguées en non applicables. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi on va travailler l'année prochaine. En fait, modifier l'automatisation, modifier un petit peu le script, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que si la donnée est jugée invalide sur un critère de localisation, eh bien, on la mette en non applicable alors qu'elle est invalide, quoi. Voilà, donc on va travailler, puis ça sera groupe par groupe, hein, ça j'imagine aussi. Donc maintenant, la méthode, le socle est posé, et on va avancer groupe taxonomique par groupe taxonomique, en fonction du temps disponible, des financements, de tout ça, avec les groupes qui le souhaitent. Pas plus de questions? Il y a une question de Marie Barnex. Le CSRPN sera-t-il dans la boucle des évolutions? Oui, bien sûr. Bon, la validation, la méthode de validation a été labellisée par le CSRPN. Donc, si on fait évoluer la méthode, jusqu'à présent, on a fait des mini-évolutions qui n'avaient pas d'impact. Mais si on fait une méthode spécifique sur un groupe taxonomique, oui, je pense que ce sera un plaisir de repasser au CSRPN. Et pour ce qui concerne la flore, ça n'est pas prévu. Il faut préciser que le CSRPN est historiquement le comité scientifique de Fauna, était le comité scientifique de Fauna. Ça n'était pas le cas en fait pour le CBN, qui a son propre comité scientifique. On n'a pas prévu en fait de faire passer le protocole de validation au CSRPN, mais ça peut tout à fait être présenté si le besoin en était exprimé, quoi. Oui, le CSRPN est le responsable scientifique du SINP, effectivement.
Donc à ce titre-là, ce serait assez effectivement légitime que le protocole de validation scientifique du SINP soit présenté. Je ne sais pas à quelle heure on était censé libérer le créneau. Ça a commencé à 15h10. Donc, c'était quoi? C'était 1h, 1h10, je ne sais plus, Grégory. Bon, de toute façon, ça fait 1h10. Donc, à mon avis, Oui, si vous c'est avez ça. plus de questions, ben, on peut repasser sur le plénier. On va essayer de synthétiser chaque atelier en 2-3 minutes. Et puis après, ça sera la fin de notre journée. C'est ça. Donc la plénière à 16h35, rendez-vous à 16h35 pour une restitution en fait, des différents ateliers qui ont été faits, et puis un mot de conclusion de ce webinaire. D'accord. Bon, ben, merci à tous. Et puis, rendez-vous Merci. en plénière alors. Merci, au revoir. Merci.